Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le secrétaire permanent et Messieurs les hauts commissaires, Madame le conseil spécial du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers journalistes, distingués invités. Aujourd'hui, 18 septembre 2021, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement va, face à vous, faire un tour d'horizon de l'action menée par le gouvernement sous sa férule au cours du dernier trimestre. En fonction officiellement depuis le 18 mai, date de sa passation de service, Anatole Collinet-Makosso a pris par les cornes les priorités de la feuille de route gouvernementale pour matérialiser à la tête d'une équipe le projet de gouvernement, ensemble poursuivant la marche. Mesdames, Messieurs, la conférence de presse de ce jour portera essentiellement sur les 100 jours du gouvernement Makosso, mais bien sûr, vous êtes libre de revenir sur un sujet d'actualité que vous jugerez important. Monsieur le Premier ministre vous consacre donc 1 heure pour cet échange avec vous, professionnels de la presse, échange que nous souhaitons courtois, avec des questions claires et concises, pour donner la chance à tout le monde de glisser sa question. Mesdames, Messieurs, au cours de cet échange, Monsieur le Premier ministre prendra la parole dans un propos liminaire et juste après s'ouvriront les listes de questions. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il vous plaise de prendre la parole. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les hauts commissaires, Monsieur le secrétaire permanent à l'action de l'État en mer, Madame le conseiller spécial du président de la République en charge de la communication et des relations publiques, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général, la primature, mais bien surtout, Mesdames et Messieurs les chevaliers de la plume, du micro et de la toile, chers amis de la presse, après avoir bénéficié de la confiance de ses compatriotes par un vote historique et plébiscitaire avec 88,40% de voix, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, procédait le 12 mai 2021 à la nomination du Premier ministre chef du gouvernement, puis les 15 et 16 mai 2021 à celle des autres membres du gouvernement. Celui-ci, le gouvernement, avait reçu pour mission de traduire en programme d'action le projet de société du président de la République. Ce qui fut fait du 14 au 18 juin 2021 à la suite d'un séminaire gouvernemental au cours duquel avait été défini, suite à une appropriation par les membres du gouvernement du projet de société du président de la République, les grandes lignes du programme d'action du gouvernement que le Premier ministre avait présenté le 21 juin 2021 devant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 103 de la Constitution du 25 octobre 2015. À cette occasion, le Premier ministre s'était engagé devant la représentation nationale de rendre compte périodiquement au peuple de l'action de son gouvernement au nom du principe de redevabilité en faisant du suivi et de l'évaluation la clé de voûte de l'action gouvernementale. C'est pourquoi le gouvernement s'était résolu d'organiser tous les 3 mois un séminaire gouvernemental pour son auto-évaluation. C'est dans ce cadre que s'inscrit le séminaire gouvernemental que nous venons de tenir pour la 2e fois et qui nous a permis d'évaluer le travail réalisé par le gouvernement ce trimestre écoulé en rapport avec le projet de société du président de la République, avec ses 9 axes structurés
autour de 3 pôles de gouvernance. Le devoir de redevabilité que s'était imposé le gouvernement consiste à rendre compte périodiquement devant le Parlement et devant le peuple au travers d'une communication de proximité régulière. C'est à ce titre que je me présente devant vous, chers amis de la presse, pour me prêter à toutes vos questions, susceptibles d'éclairer la lanterne de notre peuple qui voudrait bien savoir la manière dont le gouvernement dont j'ai la charge s'y prend pour apporter des solutions concrètes aux problèmes qui minent son quotidien. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de votre aimable attention et me mets à votre disposition. Je suis Koché Ngoulou, journaliste à Télé Congo. Monsieur le Premier ministre, vous avez séjourné en France récemment en août. Peut-on savoir si vous êtes rentré le verre à moitié vide ou à moitié plein, sachant que le 21 juin, devant les députés, vous avez déroulé votre feuille de route. Merci. La mission gouvernementale en France avait des objectifs bien précis. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une diplomatie des affaires, d'une diplomatie économique et bien entendu d'une diplomatie politique. Au plan des affaires, oui, nous avons saisi le calendrier de la rentrée économique en France avec le MEDEF, avec la Chambre de commerce de Paris, sachant qu'à cette période, les chefs d'entreprise se retrouvent généralement autour des universités, autour des rentrées économiques, pour que nous soyons allés vendre la destination Congo. Parce que, dussiez-vous le savoir, il n'y a pas de développement économique sans les entreprises. Et les entreprises, il faut aller vers. Le gouvernement s'est donné une mission, d'être ce qu'on appellerait le ver P de l'entreprise. Les entreprises nationales, bien entendu privées comme publiques, pour leur donner la possibilité de s'ouvrir au monde, d'être en lien avec les autres entreprises étrangères, pour établir des relations de joint venture qui leur permettraient d'investir au Congo, de produire de la richesse, de créer des emplois. Parce qu'on ne vit pas en autarcie, on vit avec les autres. Et l'agenda choisi, l'opportunité saisie, nous aura permis de rencontrer les chefs d'entreprise françaises et de leur parler des opportunités d'affaires que nous avons au Congo. Entre autres opportunités, les zones économiques spéciales. Entre autres opportunités, les richesses naturelles à transformer, à industrialiser. Et nous pensons de ce point de vue que oui, nous avons bénéficié d'une écoute et une bonne action de la promotion de l'entreprise, de la promotion de l'industrie, peut-être avoir été mise en route. Diplomatie économique, oui, mais parce que nous avons pris la direction du gouvernement dans un contexte que nous connaissons tous, en pleine crise économique, avec des indicateurs macroéconomiques, peut-être pas en rouge vif, mais quand même au rouge, et qu'il va falloir créer les conditions de la stabilité économique et de la relance économique. Et là-dedans, nous sommes en pourparlers avec des partenaires bilatéraux comme multilatéraux qu'il faut rassurer et qu'il faut associer à notre action pour que nous parvenions à trouver des solutions à la situation de crise économique, à la situation économique difficile que nous connaissons. Et les autorités françaises
nous semblent des grands partenaires pour nous permettre d'avancer dans ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de nos négociations avec nos partenaires multilatéraux, notamment avec le Fonds monétaire international et bien d'autres partenaires financiers. Nous avons donc géré notre agenda de façon à rencontrer l'autorité économique française, notamment le ministre en charge des économies, mais pas que, et tous les démembrements, les responsables du Trésor, tous ceux qui peuvent intervenir dans l'accompagnement dont nous avons besoin pour poursuivre nos discussions avec le Fonds monétaire international. Et là, à ce niveau aussi, nous nous sommes bien compris, nous avons eu des échanges fructueux, nous avons bénéficié même du déplacement de certaines autorités belges qui nous ont rejoints en France, bien entendu, pour nous soutenir dans notre plaidoyer que nous sommes en train de mener dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international. Diplomatie politique, oui, mais parce que, encore une fois, le Congo ne vit pas en autarcie. Nous avons des relations privilégiées avec la France. Il était nécessaire que nous saisissions l'occasion qui nous était offerte par ce déplacement pour réchauffer, consolider nos liens diplomatiques avec la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis Ernest Blanchard-Dimy et je pose mes deux petites questions pour le compte du journal Le Patriote et la page Facebook Brazanet Congo. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de la diplomatie politique que vous avez menée en France avec votre équipe. Croyez-vous qu'elle aura été un succès quand on sait qu'un Premier ministre qui va dans un pays étranger et qui n'est pas reçu par son homologue laisse quand même à s'interroger le fait que vous n'aviez pas été reçu par votre homologue français. Ensuite, vous sortez avec le gouvernement du deuxième séminaire gouvernemental et qui avait 4 points essentiels à son ordre du jour. Nous voudrons savoir quel est le niveau de l'évaluation de l'action gouvernementale 100 jours environ après l'entrée en fonction de votre équipe. Nous avons été en France pour des objectifs bien précis. Et je vous l'ai dit, nous avons saisi l'opportunité de l'agenda des affaires, de l'agenda économique. Nous ne pouvions pas rater cette occasion qui rassemblait l'ensemble des producteurs de richesses de l'espace francophone. Les chefs d'entreprise de l'espace francophone s'y retrouvaient. Voilà l'agenda des affaires, qui ne correspond pas avec l'agenda politique. À cette période, les autorités politiques françaises sont en vacances. À cette période, les autorités politiques françaises peuvent être en déplacement pour des raisons d'État. En même temps, il y avait une situation en Afghanistan, il y avait une situation au Liban. Dans le même temps, il y avait des situations à travers le monde. Il peut arriver, et c'était le cas, que mon homologue ait été appelé à ses autres occupations. Et nous le savions avant de partir. Avant de partir, notre mission diplomatique en France, sachant que nous venions dans un cadre bien précis, a pris le soin, dans le cadre de la courtoisie protocolaire, diplomatique, de saisir les autorités politiques françaises et de donner l'intention des autorités politiques congolaises de rencontrer à cette occasion un certain nombre de personnalités, dont le Premier ministre français, qui à ce moment ne devrait pas être disponible. Il fallait prendre la décision. Fallait-il faire échouer la mission économique et la mission des affaires au motif que le Premier ministre français n'était pas à ce moment sur le territoire français ou n'était pas disposé à nous recevoir, ou
fallait privilégier la mission, la diplomatie des affaires, la diplomatie d'entreprise, la diplomatie économique, en sachant qu'à tout moment, nous pourrons avoir cette rencontre, certainement à un moment où les chefs d'entreprise ne seraient plus rassemblés en Europe. Le gouvernement a pris le choix de faire le déplacement. Ce n'est pas parce que l'on n'aurait pas eu une rencontre bilatérale avec le Premier ministre français, rencontre qui ne se serait inscrite que dans un cadre protocolaire, faut-il vous le rappeler, mais parce que les questions que nous avions à gérer à ce moment-là relevaient moins du Premier ministre français que du ministre en charge de l'économie, que du ministre en charge de l'environnement, que du ministre en charge des affaires étrangères. Voyez-vous? Et le gouvernement a pris l'option de faire le déplacement à ce moment et régler les problèmes qu'ils avaient à régler. Y étant, nous avons travaillé avec le ministre en charge de l'économie, des finances et de la relance sur les problématiques qui étaient les nôtres. Le point de négociation avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, la France est un administrateur important du Fonds monétaire international. Un rôle important à jouer. La France avait déjà joué ce rôle en faveur du Congo dans les années 2010-2011, dans le processus qui nous a conduits à l'initiative PPTE. Et la France a encore un rôle à jouer dans l'accompagnement des efforts du Congo, dans la poursuite de négociations. La France aura un rôle à jouer au niveau du conseil d'administration lorsque le dossier du Congo arrivera à cette table du conseil d'administration. Et la France joue ce rôle par le ministre en charge de l'économie, des finances et de la relance. Ce n'est pas par le Premier ministre français. La France joue ce rôle par le Trésor public français. Et tous ces acteurs ont eu des réunions avec nous sur les points que nous avons inscrits à l'ordre du jour et au sujet desquels ils ont apporté des réponses compatibles avec les besoins qui étaient les nôtres. Nous devions rencontrer le ministre de l'Environnement, qui est ministre d'État, qui est la deuxième personnalité du gouvernement. Donc, voyez à quel niveau se sont situées les rencontres. Le ministre en charge de l'environnement prépare avec nous la COP26 sur la droite ligne des accords que le président de la République du Congo et le président de la République française ont signé en septembre 2018. Voyez-vous, nous devrions nous entretenir pour parler le même langage pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris, pour ce qui est de la mise en œuvre de ces accords qui avaient été signés en présence des deux chefs d'État, et pour que nous puissions porter la voix des pays du bassin du Congo à la COP26. Ce n'était pas rien. En l'absence du ministre des Affaires étrangères, nous avons travaillé avec les ministres délégués à ce ministère important du Quai d'Orsay pour débattre des questions de paix, des questions de diplomatie liées à la situation au Mali, au Tchad, en Libye, en RCA, et bien entendu, s'agissant d'un département qui a aussi en charge le commerce extérieur, nous avons regardé les questions liées à nos échanges commerciaux entre le Congo et la France et à la situation des entreprises françaises en République du Congo. Vous avez vu d'ailleurs le ministre délégué être avec nous lors de la rencontre que nous avons eue
à la Chambre de commerce avec les chefs d'entreprise français. Rencontre au cours de laquelle nous avions vendu les opportunités du Congo et, puisque vous avez couvert l'événement, vous avez suivi le discours de soutien, le discours d'engagement des autorités françaises au travers de ministres délégués qui avaient assisté le gouvernement congolais lors de cette rencontre. Donc, nous pouvons dire en ce qui nous concerne que les objectifs pour lesquels nous nous sommes rendus en France ont été atteints en lien avec les autorités françaises que nous devrions rencontrer et que nous avons rencontrées. Je ne vous parlerai pas de ce que nous avons eu comme échange avec le directeur général de l'AFD sur le portefeuille de projets que l'AFD soutient en République du Congo et dont les financements sont peut-être même pas bloqués, mais connaissent un retard de décaissement à cause de certaines procédures de l'AFD qui sont parfois très contraignantes et à la levée desquelles la direction générale de l'AFD a souscrit. Voyez-vous, la mission avait des objectifs précis. Les acteurs avec lesquels nous devons travailler pour atteindre ces objectifs étaient bien définis. Et ces acteurs ont eu avec nous des rencontres concrètes qui auront abouti à la résolution de ces problèmes. Le reste, c'est des questions d'humeur. Le reste, c'est des questions de positionnement particulier, personnel, mais tel n'était pas l'objet de notre mission à ce moment-là. Merci. S'agissant du séminaire gouvernemental, oui, nous devons désormais nous habituer à ce genre d'exercice, à l'évaluation permanente, sincère et franche de l'action du gouvernement et de tous ses démembrements. C'est un engagement que le Premier ministre, chef du gouvernement, avait pris devant la représentation nationale, de faire du suivi et de l'évaluation un credo, la clé de voûte de son action. Mais pas que le Premier ministre, c'est un engagement qui est bien inscrit dans le projet de société du président de la République. Oui, quand vous lisez le projet de société du président de la République, ensemble poursuivons la marche, un accent particulier avait été mis sur le suivi et l'évaluation comme outil de performance de l'action publique et d'appréciation des politiques publiques. Au point où, depuis 2019, la loi d'orientation sur la performance de l'action publique avait défini les différents niveaux et les différents acteurs devront mettre en œuvre cette politique permanente de suivi et d'évaluation. Et si vous lisez cette loi, à son article 6, vous verrez bien que le suivi et l'évaluation de l'action gouvernementale sont placés sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, et devraient se faire de façon régulière. C'est ce que nous avons fait. Et nous avions trouvé un mécanisme, celui de nous retrouver régulièrement, tous les 3 mois, au travers d'un séminaire gouvernemental, pour non pas évaluer les autres. Il ne s'agit pas d'un exercice de contrôle, c'est un exercice d'auto-évaluation. Et le suivi et l'évaluation viennent en amont de tout système de contrôle. Comme vous le savez, le gouvernement est contrôlé par le président de la République, oui, mais principalement et constitutionnellement par le Parlement, l'Assemblée et le Sénat. Mais avant de nous prêter à l'exercice de contrôle de l'Assemblée, du Sénat et de bien d'autres organes, la Cour des comptes et ainsi de suite, il serait judicieux que nous puissions, dans une forme d'entraînement, de nous auto-évaluer pour faire le point de la mise en œuvre des orientations du président de la République. Orientations qu'il avait
non seulement prévu dans son projet de société, non seulement rappelé dans son discours d'investiture le 16 avril 2021, mais reprécisé lors du premier Conseil des ministres le 26 mai 2021. Lorsque nous nous sommes retrouvés en juin dernier, du 14 au 18 juin 2021, il avait été question de nous approprier le projet de société du président de la République, d'intérioriser les orientations du président de la République contenues dans son discours d'investiture et de nous fixer des objectifs clairs au regard des orientations qu'il nous avait données lors du Conseil des ministres. Et à cette occasion, des mesures urgentes ou encore des urgences nationales congolaises avaient été rappelées par les ministres. Et il y a un certain nombre de problèmes à résoudre par un gouvernement, bien sûr, pendant les 5 ans. Il y a des priorités. Il était question, à cette occasion, de prioriser les priorités nationales. Quelles étaient, au milieu de toutes les priorités, celles qui s'imposaient à nous comme des urgences et sur lesquelles nous devrions nécessairement travailler. On en avait listé 4 urgences nationales, auxquelles viendrait se greffer une 5e, dont je vous parlerai. Les 4 urgences nationales, c'était, à la suite de la situation que nous sommes en train de connaître, la crise sanitaire. Il nous fallait créer des conditions pour juguler cette crise de façon à amener les Congolais à retrouver une vie normale sans laquelle il sera difficile de relancer l'économie nationale. La deuxième urgence, il fallait prendre à bras le corps les problèmes sociaux qui nous ont accueillis à la nomination du gouvernement et qui faisaient l'objet de grognes sociales, des menaces de grève, des manifestations diverses. Il nous fallait nous approprier ces problèmes qui portent sur la situation des retraités, la situation des salaires, la situation des bourses des étudiants, la situation des sinistrés, la situation des entreprises en difficulté, et ainsi de suite. Il nous fallait prendre à bras le corps ces problèmes. La troisième urgence, mais il nous fallait garantir au peuple la paix et la sécurité au sens large. C'était un contexte où on ne pouvait pas passer une semaine ou 2 jours sans apprendre qu'il y a eu une bagarre des bébés noirs par ici, une attaque par là, un vol à main armé par ici, où la situation dans certaines localités du Poul était dans un contexte de ni guerre ni paix. Il nous fallait trouver des solutions à ces problèmes, commencer à trouver des solutions à ces problèmes. 4e urgence nationale, il faut créer les conditions du bien-être des populations au travers de la diversification économique, sans laquelle il sera difficile de trouver des solutions à l'emploi, à la lutte contre le chômage. Il sera difficile de relancer l'économie, de relancer la croissance, de vaincre la pauvreté. Voilà les urgences. Et la 5e, bien entendu, par rapport à tout cela, il faut revenir, créer les conditions de rétablir les équilibres macroéconomiques, renouer le dialogue avec le Fonds monétaire international, rétablir la confiance avec les partenaires nationaux, internationaux, publics, privés, bilatéraux, multilatéraux. C'est le point de tout cela que nous avons fait pendant notre séminaire. Voilà en quoi a consisté l'action de suivi et d'évaluation de tout ce que nous avons fait pendant les 3 mois qui nous ont séparés
du premier séminaire, qui avait eu lieu, je vous rappelle, du 14 au 18 juin. Aujourd'hui, 18 septembre, soit 3 mois exactement. Nous sommes donc dans la droite ligne de l'engagement que nous nous étions donné de nous réunir tous les 3 mois. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis Alphonse Ndongo, journaliste freelance. Monsieur le Premier ministre, je me réjouis lorsque vous parlez, n'est-ce pas, de la possibilité de rétablir les équilibres macroéconomiques rompus. Alors, l'observation qu'on fait de votre gouvernement, ce n'est pas de moi, Monsieur le Premier ministre, c'est que vos ministres sont tout le temps en mission, soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger. Vous-même, vous avez été récemment à la tête d'une importante délégation qui s'est rendue à Paris à l'invitation de votre collègue Jean Castex. Monsieur le Premier ministre, mais tout de même, vous vous êtes rendu récemment à Paris à la tête d'une forte délégation. Très bien. Alors on peut se poser la question, en ces temps d'assèchement financier à Brazzaville, surtout qu'il faut renouer le fil du dialogue avec le FMI, combien cela coûte au Trésor public, ces missions et toutes ces délégations qui s'est rendues avec vous à Paris? Vous commencez par nous faire le reproche de nous rendre à l'intérieur du pays. Mais le Congo ne se gère pas sous le prisme de Brazzaville. Aurez-vous voulu que mes ministres et moi-même soyons dans nos bureaux climatisés, en train juste de donner des ordres au préfet, faites ceci, faites cela, aux directeurs départementaux, sans faire l'état des lieux, ne serait-ce que l'état des lieux de la situation? Si je dois parler du futur centre de formation d'Aubeville, par exemple, où je devrais y envoyer une partie de ma jeunesse, en rééducation, que doit faire le ministre de la Jeunesse? Il reste dans son bureau, il ne va pas à Aubeville pour se rendre compte par lui-même de l'état de délabrement ou encore d'utilisation de cette infrastructure? Que doit faire le ministre des Affaires foncières? Il ne doit pas aller à l'intérieur du pays pour s'assurer du programme de disponibilisation des terres, organiser des audiences foraines pour départager les familles qui s'entre-déchirent régulièrement. Que doit faire le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique? Il ne doit pas aller s'assurer du fonctionnement des transformateurs que nous mettons, de la qualité de la desserte ou du service d'électricité et d'eau dans les localités. On doit donc laisser les populations de l'intérieur sous administration et nous contenter de ne gérer le pays qu'au niveau de Brazzaville. Ce n'est pas ce que nous avons appris. Le président de la République nous demande d'être sur le terrain. Et les parlementaires aussi nous invitent à être sur le terrain. Lorsqu'ils nous interpellent, ils nous disent « Est-ce que vous avez été à Mbala pour voir dans quelle situation se trouve l'école? Est-ce que vous avez été à Boaniela pour voir quel est le centre de santé qu'il y a ?» Ils nous interpellent. Pourtant, ils sont là-bas. Mais ils ont besoin que nous y allons. Ça met les populations en confiance. Alors, allons-nous reprocher au ministre de l'Enseignement, au ministre de la Santé, d'aller dans ces localités? C'est un mauvais procès. Oui, nous sommes allés en France à la tête d'une très forte délégation. Mais vous aurez dû saluer cela. Le fait que nous ayons groupé en une mission ce qu'on aurait pu faire en 10 missions particulières. Le Premier ministre se rend en France. Il doit rencontrer les chefs d'entreprise. Comment ne pas associer ceux qui gèrent les entreprises? Notamment le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, pour ne parler que de ces deux ministères. Alors vous aurez préféré que le Premier ministre aille d'abord, il discute avec les chefs d'entreprise, il revient et il renvoie les ministres. C'est une gestion irrationnelle du temps, des ressources.
humaines et temporelles. Je ne parle même pas des ressources financières. Voyez-vous? Et il doit parler des opportunités d'affaires qu'il y a au Congo, avec des zones de free tax. On les appellerait, je peux utiliser un mot peut-être inapproprié, injuste, du free. Voilà. Où un chef d'entreprise peut investir sans être soumis à une pression fiscale. Qui d'autre que le ministre en charge des zones économiques spéciales, qui plus est en charge de la diversification de l'économie, pour être en face de ces chefs d'entreprise. Comme ça s'est passé à la Chambre de commerce de Paris, où tout cet espace a été affecté au gouvernement congolais pendant toute une journée, où les chefs d'entreprise se sont bousculés pour rencontrer le ministre de son secteur et débattre des questions. Je devais parler de la COP26. Je devais rencontrer seule Madame la ministre Pompili et laisser la ministre en charge de l'environnement, porteuse du dossier, qui a tous les éléments techniques, le lexique approprié, la maîtrise des instruments pour échanger d'égal à égal avec nos partenaires français. Il fallait que je parte, que je revienne et qu'ils repartent par la suite. Je peux multiplier des exemples. Je dois signer les accords avec des entreprises privées. On vous le dira si la question pouvait m'être posée. Les nouveaux choix économiques et financiers pris par le gouvernement pour relancer l'économie, pour ne pas recourir à un endettement excessif. Et parmi les options figure le partenariat public-privé. Et alors, on devrait aller sans le ministre en charge de la coopération et du partenariat public-privé? Qu'est-ce que je dirais aux entreprises qui voudraient bien venir investir ici, avec l'État, dans un certain nombre d'infrastructures que nous avons construites? Allez dans la zone industrielle Maluku-Trécho. Voyez les usines qui s'y trouvent. Travaux achevés. On peut donner ça à une entreprise clé en main. L'État a créé le cadre. L'État dit, je ne veux plus être l'interventionniste. Nous avons eu le débat tout à l'heure au cours de notre séminaire. Je dis, pour ce qui est des entreprises qui sont à Maluku-Trécho, j'ai construit, parce que nos entreprises ont du mal à investir lourdement. Dans nos pays, ce n'est pas comme les autres où un chef d'entreprise peut même vous construire l'autoroute et se faire payer sur l'utilisation, sur les frais d'usage de la route. Un chef d'entreprise peut construire un port et se faire payer sur les recettes du port. Chez nous, en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, on ne trouve pas de tels investisseurs. L'État est obligé de créer le cadre. C'est ce que nous avons fait dans la zone de Maluku-Trécho. C'est ce que nous avons fait avec les routes nationales. C'est ce que nous avons fait avec le port de Pointe-Noire. Nous finançons, quand on nous parle d'un endettement excessif, oui, nous avons créé ce cadre infrastructurel. Et nous pouvons aller demander aux chefs d'entreprise de venir. OK, vous voulez investir dans la fabrication des poteaux, par exemple, électriques, ben, nous ne vous demandons pas grand-chose. Nous avons déjà construit une usine pour vous, sur fonds propres du gouvernement. Nous ne voulons pas la gérer. Nous vous donnons l'opportunité donc de venir vous associer à nous. Qui doit lui parler si ce n'est le ministre du partenariat public-privé? Voyez-vous, ben c'est cela. Et nous avons groupé toutes ces missions en une seule, pour réduire la pression financière sur le trésor public, comme vous le dites, pour rationaliser la gestion du temps, et pour être efficace, efficient et davantage crédible. Je suis Rosie Piot, correspondante de France 24.
Alors j'ai 3 petites questions pour vous. La première, elle concerne l'eau, l'électricité. On y ajoute également le panier de la ménagère aujourd'hui qui est pratiquement impacté par la hausse considérable des prix. Monsieur le Premier ministre, que diriez-vous, que dites-vous aujourd'hui à ces Congolais qui sont impactés par le manque de ces 3 points dans leur quotidien? La deuxième question concerne la fermeture de la frontière fluviale entre Brazzaville et Kinshasa, qui perdure et qui crée un impact quand même social et économique assez considérable, surtout sur les personnes qui évoluent dans les activités connexes autour du beach de Brazzaville. J'aimerais savoir, est-ce que votre gouvernement pense à la réouverture de cette frontière? Si oui, à quand cela est-il prévu? Sinon, pourquoi maintenir la fermeture de cette frontière quand on sait que les personnes continuent à voyager de manière clandestine et ce, en utilisant souvent des voies qui ne sont pas contrôlées? La troisième et dernière question, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tout à l'heure du principe de redevabilité. Vous aviez promis au peuple congolais que vous et votre gouvernement respecterez l'article 55 de la Constitution, qui stipule que tout citoyen élu ou nommé à des hautes fonctions va déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction. Qu'en est-il aujourd'hui de vous-même ainsi que des membres de votre gouvernement? Merci. La qualité du service de distribution de l'eau et de l'électricité a fait l'objet de débats au cours de notre séminaire. C'est parmi les points qui ont fait l'objet de notre évaluation. Bien entendu, vous vous attendrez peut-être qu'au bout de 3 mois, que nous ayons de l'électricité partout en permanence, comme si on utilisait le nucléaire. Non, ce n'est pas encore cela. En 3 mois, on ne peut pas avoir résolu tous les problèmes de production, de transport, de distribution d'eau et d'électricité. Ça n'aurait été donné à aucun gouvernement au monde s'étant trouvé dans notre situation. Je voudrais bien faire le miracle. Et nous nous battons pour qu'on y arrive. Peut-être pas en l'espace de 3 mois, mais très rapidement, nous y arriverons. Cela ne nous empêche pas de voir les réalisations qui ont été faites en quelques mois. Vous nous reprochez d'être sur le terrain à l'intérieur du pays, mais vous avez vu le ministre de l'Énergie aller installer les transformateurs là où les localités manquaient d'électricité. Vous avez vu le Premier ministre aller à Bétou, installer les transformateurs, relancer les travaux de construction de la centrale hybride à Infondo. Eh bien, c'est ça. C'est ce qui se fait. Vous pouvez quand même aussi relever que, quoique timidement, des efforts sont fournis et on constate quelques avancées en matière de distribution d'électricité. Les délestages, il y en a encore, je le sais. Mais, dans certains quartiers, de moins en moins, des problèmes presque résolus, dans certains quartiers, mieux que dans d'autres, je le sais. Oui, c'est ce que nous avons fait. En termes de production, déjà. En termes de transport, vous voyez les routes qui sont difficiles d'accès à cause des travaux qui se déroulent sur des voies pour le transport de l'eau, de l'électricité, l'implantation des tuyaux de distribution. Vous ne pouvez peut-être pas vous rendre compte, mais si, et ça a fait l'objet d'une évaluation. Tous les travaux ont été donnés, tous les travaux que nous avons réalisés, ministère par ministère, et particulièrement sur cette question, ont fait l'objet d'une matrice remplie par chaque ministère. Les matrices ont été remises à un facilitateur, un consultant international, qui doit traduire ça selon les indicateurs pour nous donner le niveau d'exécution de toutes ces tâches que nous nous étions fixées. Vous voyez, madame, il y a une question de méthode. Sans doute, et cela nous a été rappelé, ce qui compte, ce n'est pas l'objectif. Parce que
Le résultat se situe à 3 niveaux. L'objectif, l'effet et l'impact. Oui, en 3 mois, nous pouvons dire que nous avons des livrables. Les objectifs sont atteints. Le nombre de kilomètres sur lesquels nous avons travaillé pour faire passer les tuyaux, le nombre de transformateurs qu'il nous fallait poser dans les 3 mois, tout ça, nous les avons. Les effets, on attend. Parce que justement, vous, la population, vous vous dites, dès l'instant où j'ai encore des coupures d'électricité chez moi, si hier, la coupure était 7 jours sur 7, et aujourd'hui, vous êtes à 3 jours sur 7, ben vous allez toujours continuer à penser que rien n'est fait parce que notre défi, c'est d'arriver à coupure ou délestage zéro. Donc, vous ne pouvez pas apprécier de la même manière que nous les efforts qui ont été accomplis parce que vous attendez délestage zéro, pénurie d'eau zéro. Vous ne voyez pas ce qui est en train d'être fait en Guamboussi, par exemple, pour les populations de Pointe-Noire et du Kouilou. Vous ne voyez pas ce qui est en train d'être fait ici, au Djoué, pour garantir la disponibilité de l'eau dans nos quartiers. Parce que c'est un travail, c'est un processus. Et nous pouvons rassurer notre peuple que nous y arriverons, que ces problèmes sont pris à bras-le-corps et que ces problèmes ont fait l'objet de notre auto-évaluation. Un grand travail est en train d'être fait. Que pourrais-je vous dire au sujet de la frontière? Si ce n'est vous prendre un exemple. Un exemple. Il y a des pays dits des grandes puissances, qui ont une parfaite maîtrise de la pandémie, qui ont même presque atteint la couverture vaccinale, mais qui ne se tolèrent pas, qui ne se permettent pas les déplacements d'un pays à un autre. Vous le savez, je n'ai pas besoin de les citer. Pourtant, on peut dire qu'ils sont à l'abri. Ils ont résolu ces problèmes, mais leurs frontières sont encore fermées. J'ai moi-même un membre de mon gouvernement qui devait aller dans un pays en mission et que la compagnie de transport n'a pas voulu prendre parce que le transit par tel pays ne lui permet pas d'arriver à tel autre pays à cause de toutes ces précautions sanitaires qui sont prises par différents États. Si ces grandes puissances qui ont tous les instruments, les outils, les vaccins qu'il faut, sont encore là à s'ériger quelques limites à la libre circulation des biens et des personnes, y compris même dans leurs espaces communautaires, a fortiori la République du Congo. Vous dites qu'il y en a qui contournent la loi, comme partout dans le monde. Vous avez des clandestins et nos services de sécurité sont à pied d'œuvre pour limiter ces abus, ces fraudes à la loi. Nos services y travaillent. Mais parfois, ce n'est pas parce qu'il y aurait des clandestins qu'on va ouvrir la boîte Pandore et laisser un flux important tant que nous n'avons pas encore maîtrisé totalement la situation. Et nous pouvons vous dire oui, la situation est en train d'être maîtrisée, nous y arriverons. D'ici là, si nos compatriotes continuent à respecter les mesures que le gouvernement impose, s'ils ne se mettent pas à l'écoute des anti-vaccins, comme j'ai entendu une certaine grande figure politique appeler en toute irresponsabilité le peuple congolais à ne pas se soumettre à la vaccination au motif que on n'a pas la preuve de l'efficacité de ces vaccins. Une efficacité qui a été établie dans d'autres pays déjà et par les organismes en charge de la certification. Mais nous avons des acteurs politiques encore à ce niveau qui découragent le peuple, qui demandent au peuple de ne pas se prêter à la vaccination. Voyez-vous, bien entendu, si vous préférez suivre
ce genre de marchand d'illusions, ce genre de compatriotes, je préfère, nous allons retarder le processus qui nous conduira à la vie normale et à la libre circulation des biens et des personnes. Mais si vous suivez le gouvernement, nous irons vite à l'immunité collective à travers une large couverture vaccinale. Et très vite, nous allons commencer à lever toutes ces barrières que nous nous sommes imposées et au respect desquelles je voudrais encore une fois vous féliciter et vous remercier. Je nous rappelle que le gouvernement était le premier à annoncer la nécessité pour nous de respecter les dispositions de l'article 55. Je nous rappelle que cette disposition a figuré dans la Constitution de 1992 déjà, et qu'à l'époque, les gens n'avaient pas pris la peine de créer les conditions de déclaration du patrimoine, alors que c'est eux qui devraient être les premiers, ceux qui ont géré le pays à cette époque. Mais parce que c'était une recommandation de la Conférence nationale. Mais c'est parce que c'était le point qui a davantage suscité des passions à la Conférence nationale pour, semble-t-il, évaluer l'enrichissement illicite des dirigeants. Élus, sur la base de ce discours, les autorités s'y sont assis et n'ont pas pu faire évoluer l'application sur la déclaration du patrimoine. Voyez-vous? Eh bien, c'est nous. Constitution 2015, dès 2017, la loi avait été prise sur l'obligation de déclaration du patrimoine. Oui, ça n'a pas été fait en 2018, le mandat dernier, simplement parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif. C'est pour cette raison que la loi disposant pour l'avenir, les membres du gouvernement qui étaient déjà en place ne pouvaient pas faire rétroagir la loi. Et lorsque nous sommes arrivés aux affaires, au gouvernement, tout le gouvernement s'est engagé et a donné acte au Premier ministre d'en faire la déclaration devant la représentation nationale. À partir de ce moment, nous avons été saisis par la Cour suprême qu'il eût été mieux d'attendre d'abord la notification et que nous avons eue, et les 3 mois, contrairement à ce que nous pensions qui devait couvrir depuis notre prise de fonction, les 3 mois devraient intervenir après la notification. Soyez rassurés que c'est un engagement du gouvernement. C'est une disposition constitutionnelle que nous appliquerons dans le prescrit des 3 mois qui nous ont été autorisés par la Cour suprême à compter du jour de la notification. Je suis Loïcien Martial, j'interviens pour le compte de RFI et de l'agence France Presse, l'AFP. J'avais 2 préoccupations au départ. La première a déjà été évacuée par la collègue qui m'a précédé, Rosie Piotte pour le compte de France 24. C'était exactement sur l'eau. Vous avez donné vos réponses, vos explications. J'ai semblé comprendre. Je dois vous dire, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui à Brazzaville, avoir de l'eau et de l'électricité en permanence, 24 heures sur 24, relève d'un luxe, sinon d'un exploit. Ma deuxième question, Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes rendu en France avec une bonne équipe. Je n'imagine pas un seul instant que parmi vous, il y a eu quelqu'un qui a eu un problème de passeport. Mais aujourd'hui, le Congolais lambda, le jeune étudiant congolais qui veut aller poursuivre ses études sous d'autres cieux, se faire établir un passeport relève d'un parcours de combattant. J'ai juste envie de vous demander, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui se passe exactement avec les cartons de passeport au Congo? Au détail près, ces points ont fait l'objet de nos échanges et sont contenus dans la note conceptuelle, les termes de référence ayant présidé à l'organisation de ce séminaire. Oui, la question des passeports, et particulièrement pour les étudiants qui doivent voyager pour leurs études. La question est en train d'être résolue parce que ils ne sont pas fabriqués par nous, les passeports. On a un partenaire, comme dans tous les pays. Il y a des gens dont c'est la spécialité. Et
les éléments de blocage qui ont retardé la production massive des passeports ont été levés. Nous pouvons être sûrs et rassurer nos compatriotes que la question va trouver une solution dans les meilleurs délais. Quelqu'un a parlé du panier de la ménagère, de la flambée des prix. Oui. La question aussi a été abordée. La grille des prix est communiquée. Les denrées alimentaires nous reviennent très chères. Savez-vous, d'où la nécessité pour nous d'investir davantage chez nous, de transformer, d'industrialiser notre pays, de transformer nos produits pour que nous ne soyons pas toujours dépendants de l'extérieur. Nous subissons aujourd'hui le contre-coup de la fermeture et de l'arrêt des activités à travers le monde pendant la période de Covid. Vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre compte. Le contre-coup, c'est maintenant. Dites-moi, chers amis, si les entreprises productrices à travers le monde ont passé 1 mois et demi, 2 mois sans produire, comment pouvons-nous être surpris de la rareté des produits sur le marché, tant national qu'international? Eh bien, c'est cela. C'est conjoncturel. Et nous veillons, nous travaillons pour réguler ces prix. Nous sommes en réunion en permanence avec les importateurs qui ont été confrontés à une autre difficulté. Les nouvelles mesures mises en œuvre par la Banque des États d'Afrique centrale sur le transfert des devises ou des fonds. Des mesures beaucoup plus sévères que les importateurs ne respectaient certainement pas et qui ont amené la Banque centrale à geler les transferts de certains importateurs et à retarder les flux des importations. Et comme nous sommes encore dépendants, bien entendu, dès l'instant où il y a des retards dans l'importation des produits, il y a la rareté des produits, c'est la loi du commerce. La demande devient forte, l'offre est moindre et les prix augmentent. Nous avons des mercuriales, nous avons des régulateurs et nous travaillons. Et c'est parce que nous travaillons que cette hausse de prix n'est pas aussi vertigineuse qu'on pouvait le craindre. Parce qu'elle aurait été plus forte si nous n'exercions pas une pression sur les importateurs et les commerçants. Je suis Parfait Wilfried Doniema. J'interviens pour le compte des dépêches de Brazzaville. Monsieur le Premier ministre, l'objectif principal de votre mission en France a été, semble-t-il, la participation à la réunion du MEDEF. Mais selon nos informations, seuls 2 de vos ministres ont participé à la rencontre organisée par le mouvement des entreprises de France, d'autant plus que vous n'aviez pas été invité. Tel en témoigne le refus, entre guillemets, du président du MEDEF de vous rendre la moindre visite de courtoisie. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, monsieur le Premier ministre? Ah, je suis surpris. Voyez-vous, si les 8 ministres qui ont accompagné le Premier ministre en France s'étaient tous retrouvés au forum du MEDEF, vous aurez dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient à faire tous là-bas? Ils n'ont rien à faire dans leur bureau. Ils ne sont tous partis que pour ça. Qui aurez-vous voulu voir au forum du MEDEF? La ministre de l'Environnement, le ministre des Transports, la ministre de la Promotion de la Femme, le ministre de la Communication? Qu'avait-il à y faire alors que nous avions d'autres engagements? Le MEDEF avait besoin de notre ministre des Finances. Ah bien, mais parce que c'est le portefeuille pour garantir un certain nombre de facilités pour les entreprises qui doivent venir. Mais parce que parfois certaines de ces entreprises françaises ont des créances. On a besoin de savoir avec le ministre des Finances quel est le plan qui est mis en place pour permettre à ces entreprises de recouvrer leurs créances pour leur permettre de relancer l'économie. Et le ministre des Finances était bien au MEDEF. C'est la stratégie du gouvernement.
Le MEDEF avait besoin de celui qui gère les entreprises privées. Qui mieux que le ministre en charge de l'industrie et de la promotion du secteur privé pour être au forum du MEDEF, rassurer, discuter et conclure avec les entreprises. Comment pourrait-on bouder le gouvernement congolais et accepter le ministre des Finances et le ministre en charge du secteur privé? Ce n'est pas possible. Vous dites que nous n'avons pas eu de rencontre. L'agenda du Premier ministre avait prévu que les ministres qui devraient participer au forum du MEDEF y soient, et le Premier ministre avait une rencontre avec les chefs d'entreprise qui ont été conduits par les plus hautes autorités du MEDEF, notamment le vice-président, pour venir présenter les civilités au Premier ministre et dîner avec le Premier ministre en présence de tous les chefs d'entreprise. C'est l'agenda du gouvernement. Sans compter qu'en marge de cela, les entreprises ont pris d'assaut les lieux de résidence et l'ambassade du Congo en France pour signer des accords, rencontrer les ministres autour des séances de travail B2B, signer les accords avec le ministre de la Coopération et du partenariat public-privé pour ce qui est des projets que nous devons gérer en partenariat public-privé. Donc, s'agissant du MEDEF, très cher ami, nous pensons que nous avons fait ce qu'on devrait faire avec les entreprises du MEDEF. Nous pensons avoir fait ce qu'on devrait faire avec les autorités du MEDEF. Tout le reste ne tient qu'à des postures, comme je l'ai dit au début, des postures particulières, des afro-pessimistes qui souffrent toujours de voir le Congo marquer des points. Je suis M. Boté-Blanchard, journaliste à l'Agence congolaise d'information, ACI. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez bien dit, que l'amélioration des conditions de vie des Congolais est votre préoccupation. Monsieur le Premier ministre, je ne vous informe pas peut-être que les Congolais souffrent sur le plan sanitaire. Récemment, la force publique a organisé des consultations gratuites avec traitement à l'appui et vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ce centre a été pris d'assaut par les Congolais pour témoigner que le système de santé au Congo est défaillant. Les Congolais n'ont plus confiance en leur CHU parce que quand vous arrivez au CHU dans les urgences, ce que vous allez vivre, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas beau à voir. Nous voyons à la télé, quand SAMU arrive, comment le personnel sanitaire se mobilise pour sauver la vie de quelqu'un qui veut partir. Mais ce n'est pas le cas au CHU. Et quand vous allez de l'autre côté, là-bas à la sortie, vous allez compter le nombre de corps par jour, rien que Brazzaville, sans prendre Pointe-Noire et les autres localités. Cela témoigne que le système sanitaire est défaillant. Nous voulons savoir quelle est la proposition de votre gouvernement pour que le Congolais soit confiant en ce système sanitaire dans ce pays. Oui, le système sanitaire a fait l'objet des batailles placées en première ligne dans le programme d'action du gouvernement. Nous l'avions dit, qu'il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Mais nous l'avons dit parce que nous sommes sereins, le travail a déjà été balisé. Le président de la République nous y a déjà aidés. Lorsqu'il s'est engagé et a engagé le pays dans la construction des 12 hôpitaux de référence, dont 2 vont déjà être opérationnels sous peu, avec des plateaux techniques de haute facture, de plateaux techniques performants. Vous pensez que c'était pourquoi? C'est pour améliorer le système sanitaire. Je ne reviendrai plus sur tout ce que le gouvernement ou les gouvernements précédents ont investi pour améliorer la qualité des soins dans nos différents hôpitaux généraux et particulièrement le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Oui, la pression de nos populations
sur ces hôpitaux l'absence ou l'insuffisance du personnel de santé, du personnel spécialisé de santé, peut faire à ce que, effectivement, la qualité du service soit sujette à caution, comme vous le dites. Mais les efforts qui ont été fournis, la volonté du gouvernement, la détermination du président de la République nous font savoir que nous n'avons aucune raison de rester pessimistes. Les deux hôpitaux généraux de Patra et de Nkombo, qui vont être de grands hôpitaux de référence, comme je l'ai dit, avec des plateaux techniques performants, sont déjà une solution à cela, avec l'engagement pris par le gouvernement, sur instruction du président de la République, de faire en sorte que chaque année, nous puissions conduire à l'achèvement de 2 hôpitaux au moins par année. C'est donc un signe d'espoir. Mais ça ne s'est pas limité là. La formation du personnel de santé, depuis sensiblement 2012, avec des agents, des étudiants envoyés en formation à Cuba et qui commencent déjà à nous revenir et qui sont affectés dans certains centres, dans certains hôpitaux de base. C'est déjà une approche de solution. L'équipement de certains hôpitaux, le travail que fait avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, le ministre en charge de la Santé, en suivant celui laissé par sa collègue qui est actuellement en charge de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Ce travail est remarquable. Encore une fois, comme je l'ai dit, ne peut pas tant les effets et l'impact, oui, mais les résultats, les objectifs sont relativement atteints. Des efforts sont en train d'être consentis. Nous partageons la peine que vous avez, mais nous sommes à l'ouvrage. Soyez rassurés. Je terminerai mon propos avec cette politique de relance économique définie par le président de la République. Quand vous voyez le projet de société du président de la République, il commence par le rétablissement des équilibres macroéconomiques du pays. Il l'a dit, parce que c'est par là que nous devons passer, parce qu'il nous faut rétablir les équilibres. Et pour cela, nous travaillons au rétablissement de la confiance avec nos partenaires multilatéraux, notamment avec le Fonds monétaire international. Et les discussions sont très avancées, en bonne voie. Je voudrais vous faire partir avec cette note d'optimisme s'agissant de relations que nous avons avec le Fonds monétaire international, parce que c'est par là, principalement, ou premièrement, que passera la relance de notre économie. Si nous n'avons pas un accord avec le Fonds monétaire international, nous ne bénéficierons pas de la facilité élargie de crédit. Ça veut dire aucun autre partenaire, qu'il soit bilatéral, qu'il soit multilatéral, ne va nous accompagner dans le financement de notre économie. Et encore une fois, nous risquons de financer notre économie sur fonds propres et ça va être lourd. Ça risque de nous ramener à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, vous devez noter ce critère. Le deuxième critère de la relance, c'est la diversification de notre économie. Et vous le retrouvez dans le projet de société du président de la République. C'est l'axe 3. Je reviendrai sur le premier axe. Mais déjà à ce niveau, diversification de l'économie. Pourquoi? Mais parce que il n'y a pas de croissance sans entreprise, je vous l'ai dit. Et pour qu'il y ait de l'entreprise, il faut qu'il y ait beaucoup de niches économiques à développer, à exploiter. Et ça se fait au travers d'une économie diversifiée. Et le président de la République nous a donné des niches de diversification de cette économie. Il commence par l'agriculture, qu'il a même détaché de l'axe sur la diversification, en faisant un axe principal. Oui, notre projet, c'est bien de relancer l'agriculture,
par un grand programme national de développement, avec la culture des terres, avec la pêche, avec l'ensemble des activités d'élevage et de développement d'autres activités qui peuvent se greffer à l'agriculture. C'est pourquoi il parle de l'agriculture au sens large. L'agroforesterie, le tourisme, l'agrotourisme, tout ça, c'est développé par le président de la République. Mais pourquoi? Mais parce que l'agriculture est le plus sûr moyen de lutter efficacement contre le chômage. Si tout notre peuple, si toute notre jeunesse, et on sait comment elle est nombreuse, peut s'engager dans l'activité agricole, non pas seulement en plantant, récolter et vendre, mais ne serait-ce qu'à commercialiser, à aider les populations à gérer leur stock par le numérique. Si on a étudié, on peut développer un outil, on peut développer un logiciel qui puisse permettre à l'État, qui n'a plus d'office par exemple, de gérer les stocks des produits alimentaires pour nous éviter une importation des produits peut-être que nous avons déjà ici en abondance. Vous voyez, quand on parle de l'agriculture, les gens limitent l'agriculture au simple fait d'aller défricher un champ, de planter, de récolter. Non. Le jeune qui a étudié, qui est féru, expert dans le numérique, peut développer des activités agricoles numériques. Quand on parle de l'agriculture, mais on parle du transport de l'agriculture. Comment faire venir les produits des bassins de production aux bassins de consommation? Le sac d'oignon, actuellement, à Brazzaville, est très élevé. Parce que nous allons simplement le chercher chez le commerçant je n'ai pas envie de citer de nationalité, les supérettes, qui sont avec nos centres-villes. Mais savez-vous que malgré la route qui existe, le citoyen qui a produit l'oignon, qui a produit la tomate, a du mal à faire venir sa production de tomates jusqu'à Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'à Dolisie. Et lorsque nous allons à l'intérieur, nous voyons la patate douce, la tomate, ainsi stockée en train d'attendre le client. Mais un jeune chef d'entreprise, primo-entrepreneur, peut investir dans ce secteur, peut se donner les moyens d'avoir des moyens de transport, rien que pour assurer le transport des produits. Vous voyez, pour ceux, puisque vous y allez souvent, dans des autres pays, mais les gros véhicules, fourgonnettes que vous voyez défiler sur les autoroutes, mais appartiennent parfois à des particuliers. Ce n'est pas l'État. Mais ces gros véhicules sont tenus par des chefs d'entreprise, de micro-entreprises. Il a son véhicule, il a négocié son crédit, il a acheté ce gros véhicule et il se donne comme activité principale le transport des produits agricoles des zones rurales aux zones urbaines. Et il est inscrit à la caisse de sécurité sociale, il paye ses impôts, il est déclaré. Voilà, l'agriculture est le moyen le plus efficace pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la pauvreté. Parce que si nous produisons beaucoup, nous achèterons à moindre coût les produits alimentaires et nous ferons de l'épargne en famille. Nous ne serons pas obligés d'en acheter beaucoup, d'en acheter à des prix exorbitants. Nous en aurons en abondance. Et nous aurons lutté contre la pauvreté personnellement, au lieu d'attendre l'emploi à la fonction publique qui traîne et vivre dans la précarité. Cette activité seulement peut me permettre de me prendre en charge, de prendre en charge ma famille. Oui, de lutter contre l'urbanisation non maîtrisée. On est nombreux au point d'aller construire dans des zones non édificantes, mais parce qu'on ne sait plus. Quand on a 20 ans, on a 22 ans, on doit quitter le parent.
Il faut à tout prix chercher un terrain. On ira le chercher où? Dans une zone érosive. Alors que nous avons de l'espace. Si on est mu par la volonté de faire de l'agriculture, on peut partir de Brazzaville, on peut partir de Pointe-Noire, on peut s'installer là. Rien qu'au même à Igné, où vous avez encore de l'espace, et vous pouvez construire votre maison correctement. C'est pour cette raison qu'on se bat à mettre de l'électricité partout, à créer des voies jusque dans ces localités. Oui, c'est ce qui nous permet, l'agriculture, de parvenir à la désarticulation du territoire national, de lutter contre la désarticulation du territoire national, de lutter contre l'insécurité alimentaire. Vous avez parlé tout à l'heure de la flambée des prix. Le président de la République vous a parlé, vous a dit combien nous sommes obligés d'exporter, d'investir pour importer les produits alimentaires. Vous voyez, l'agriculture va permettre le développement des entreprises. Et par le développement des entreprises, l'économie prend de l'essor. Si nous avons plusieurs entreprises agricoles, y compris de très petites entreprises agricoles, en Europe, en Afrique de l'Ouest, une famille est chef d'une entreprise. Et cette entreprise paye les impôts, paye les taxes. Cette entreprise produit de la richesse. Nous travaillons. Et c'est un des leviers du développement économique de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous insistons. Oui, nous insistons sur ça parce que jusqu'ici, la production agricole augmente régulièrement, mais elle reste inférieure à la demande. Et si la demande est supérieure à l'offre agricole, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement économique. Parce que toutes nos ressources, nous sommes obligés de les envoyer à l'étranger pour importer les produits et qui n'apportent aucune valeur ajoutée. J'insiste, oui, je serai tenté avec passion de vous parler de l'agriculture comme facteur de développement économique de notre pays. Mais on y resterait toute une nuit. Je préfère m'arrêter là pour vous amener à retenir que oui, le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, dans la mise en œuvre du projet de société du président de la République, a un véritable plan de relance économique. Un véritable plan de relance économique qui s'appuie sur le rétablissement des équilibres macroéconomiques, en réduisant l'endettement excessif, en privilégiant les emprunts concessionnels, en privilégiant le partenariat public-privé, en privilégiant les marchés financiers. Le gouvernement a un plan de développement économique qui s'appuie sur la diversification de l'économie et principalement dans la mécanisation, l'industrialisation de l'agriculture, qui s'appuie sur les zones économiques spéciales, qui s'appuie sur le tourisme, mais bien entendu, qui s'appuie sur la gestion durable de nos forêts, la gestion rationnelle de notre environnement. Et c'est pour cette raison que vous voyez le ministre des Affaires foncières, par exemple, nous aider à gérer rationnellement les terres parce que ça participe du développement économique de notre pays. J'ai dit que je reviendrai sur un dernier facteur, le capital humain. Et lorsque le président place cette gestion du capital humain comme premier axe avec les fondements du vivre ensemble, où il nous en appelle à la probité, à la moralité, à l'éthique, au civisme, à l'esprit citoyen, c'est parce que tout cela ne peut pas se faire sans un Congolais nouveau. Et c'est pour cette raison que nous en appelons à la prise de conscience de chacun de nous. Je vous remercie.